fattore in quindi Tutte le esperienze queste stesse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Vincent, merci d'avoir accepté cet entretien ici à la Fondation Jean Jaurès. La Fondation tenait à saluer le mémoire de recherche que tu as publié en 2017, qui a obtenu un prix spécial de son jury, le prix de la Fondation Jean Jaurès 2017. C'est vrai que nous avons tous les deux écrit sur Podemos, donc nous allons nous tutoyer, nous allons avoir un entretien assez fluide, qu'il est intéressant d'avoir maintenant, en 2021. Il est vrai que Podemos a fait la une de l'actualité plutôt en 2015, quand il est entré au Parlement de Madrid, et puis en 2021, il y a quelques mois, il y a 2 ans, pardon, en 2020, il y a quelques mois quand Pablo Iglesias a quitté le gouvernement, après moins d'1 an de présence. Donc ce travail, c'est un travail de chercheur que tu as fait. Quelle a été ta méthode? Tu as travaillé, le sous-titre de ton livre, c'est Trajectoire imaginaire de militants andalous. Tu as choisi d'étudier Podemos par le bas. Moi, je l'avais étudié peut-être un peu par le haut, et donc d'une manière un peu plus superficielle que toi. Grâce à ton travail, je crois qu'on peut comprendre un peu mieux aujourd'hui pourquoi Podemos en est là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire un parti de gouvernement, mais un parti qui est quand même un petit peu dans une phase de recul, un parti qui s'est ouvert à d'autres alliances, mais qui a toujours su compter sur des militants. Alors, on va essayer de suivre un peu un plan chronologique pour comprendre ce qu'est l'Andalousie quand Podemos y apparaît, et puis ce que sont les forces de gauche et les militants qui vont adhérer à Podemos. Est-ce que c'est une génération spontanée, comme on l'a souvent cru avec le mouvement des indignés, ou pas? Qu'en est-il d'abord? Ouais, alors déjà merci à la Fondation pour l'invitation, et merci Christophe pour ton introduction. Pour resituer un petit peu, donc c'est vrai que c'est un travail qui est issu d'un mémoire de recherche, alors dans un master d'histoire, mais avec quand même la volonté d'y inscrire un peu de sciences politiques. Et à l'heure actuelle, je suis en thèse de sciences politiques, en doctorat de sciences politiques. Et l'idée de ce mémoire sur Podemos, c'était vraiment effectivement de travailler un petit peu dans une démarche, on va dire, socio-historienne, pour déconstruire un petit peu le collectif Podemos, qui effectivement est souvent appréhendé à la fois par le haut, c'est-à-dire au prisme de ses leaders, du discours politique, du récit politique, etc., et aussi souvent interprété d'un point de vue madrilène. La plupart des travaux qui ont été effectués jusqu'ici sur Podemos le sont surtout sur les cadres madrilènes, sur l'ancrage local à Madrid, parce que Podemos, effectivement, a connu une première impulsion à Madrid. C'est un mouvement madrilène qu'il est toujours, du reste. Ouais. Dans le quartier de Lavapiés, notamment, c'est là qu'il y a eu la première impulsion. Mais toujours est-il qu'il y avait assez peu de travaux à l'heure actuelle qui s'intéressaient à Podemos par les périphéries. Donc j'avais vraiment cette envie d'aller voir un petit peu comment Podemos était structuré et comment Podemos était né dans une autre région que la communauté de Madrid, d'où le choix de travailler sur l'Andalousie, qui est une communauté autonome avec laquelle j'avais des attaches particulières auparavant, mais qui me semblait, pour tout un tas de raisons, intéressante à aller creuser, pour toute une histoire particulière qu'il peut y avoir de la gauche en Andalousie, et puis aussi, on y reviendra sans doute tout à l'heure, pour les spécificités que l'organisation Podemos a prises dans cette communauté autonome. Donc les premiers militants de Podemos en Andalousie, c'est qui? Tu te promènes dans quel quartier là-bas pour les trouver? Tu t'intéresses à quel mouvement? Le PSOE est encore dominant. Explique-nous un petit peu ce qu'il en est quand tu fais tes premiers entretiens, parce que tu as fait environ 45 entretiens, je crois, pour cet ouvrage. Ouais. Alors pour recontextualiser un petit peu, le mémoire de recherche a commencé en 2016. Donc on est dans une période qui correspond encore plus ou moins à l'ascension électorale de Podemos, même si on entame déjà la phase de déclin. Mon enquête s'est poursuivie ensuite en 2017, puis en 2019. Donc ça m'a permis de regarder un petit peu sur le temps long, à l'échelle restreinte de la vie de Podemos évidemment, mais quand même de voir un petit peu au fil des ans ce qu'il en était. Et moi, mon point d'attache, ça a été la ville de Séville. La ville de Séville qui est la capitale de l'Andalousie. Donc, ce qui me permettait de voir un petit peu l'entrecroisement de plusieurs dynamiques territoriales, de voir comment Podemos s'était structuré dans la 4e ville de l'Espagne, et de voir aussi comment est-ce que Podemos s'était structuré à l'échelle de l'Andalousie, parce que travailler à Séville, c'était aussi pouvoir avoir accès au Parlement andalou, aux institutions régionales, aux institutions provinciales. Donc ça me permettait d'avoir un panorama un petit peu général sur les activités de Podemos dans la région, avec effectivement, je pense que ça peut être intéressant de revenir... Tu demandais, est-ce que le Parti socialiste était encore hégémonique en Andalousie à l'époque? Alors oui, à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui.
si on regarde un petit peu l'histoire contemporaine sur un temps un petit peu plus long, il faut bien voir que en Andalousie, le Parti socialiste ouvrier espagnol a été hégémonique de façon écrasante depuis la transition à la démocratie. C'est-à-dire que depuis les toutes premières élections autonomiques en Andalousie, au sortir du franquisme, le Parti socialiste ouvrier espagnol a gouverné la junte d'Andalousie, la présidence de la communauté autonome, jusqu'en 2018. En 2018, c'est une coalition des droites qui s'est installée au pouvoir avec pour la première fois, c'est pour ça que ça a été un séisme électoral, c'est que non seulement le Parti socialiste a perdu son bastion andalou, mais en plus de ça, c'était la première fois que le Parti populaire allié à Ciudadanos récupérait une région avec le soutien parlementaire de Vox, de la droite nationaliste. Donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé en Espagne. Mais ce Parti socialiste ouvrier espagnol, il a été très longtemps hégémonique en Andalousie, il s'est véritablement ancré dans le territoire. Le premier président socialiste de la démocratie espagnole, c'est Felipe González, qui est lui-même andalou. Ça veut dire pas mal de choses déjà. Et cette domination, elle s'est continuée jusque dans les années 2010, avec une image qui s'est quand même assez largement ternie à la fin de cette décennie, puisque le Parti socialiste andalou a été impliqué dans des affaires de corruption, des condamnations qui sont tombées en 2019. Deux anciens présidents de la junte d'Andalousie ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Donc ça a largement écorné l'image du Parti socialiste. Et il faut bien voir que la fédération andalouse du Parti socialiste est plutôt une fédération, on va dire, de l'aile droite, pour dire de façon un peu schématique, l'aile la plus libérale du Parti socialiste ouvrier espagnol. Et la figure majeure à l'heure actuelle du PSOE en Andalousie, Susana Díaz, était l'adversaire de Pedro Sánchez, l'actuel président du gouvernement, aux primaires socialiste. Donc là, pour le coup, effectivement, on a des singularités par la gauche, et qui a lui ensuite reconquis effectivement le parti par la gauche. Juste un petit mot peut-être rapidement sur la gauche en Andalousie, parce qu'on parle du Parti socialiste, mais je pense qu'il est intéressant de voir aussi qu'en Andalousie, il y a aussi une forte implantation de la gauche communiste sous le parapluie d'Izquierda Unida, qui est solidement implantée en Andalousie depuis les années 80, 1986. Avec notamment une figure majeure de l'histoire d'Izquierda Unida, du communisme espagnol, qui s'appelle Julio Anguita, qui était maire de Cordoue et qui a vraiment été la figure, je pense, majeure d'Izquierda Unida au XXe siècle et encore après. Et il y a aussi en Andalousie toute une tradition, et je pense que c'est intéressant de le souligner pour la suite, toute une tradition anarchiste, libertaire, qui remonte à très très loin, et qui trouve des manifestations contemporaines, notamment avec le syndicat andalou des travailleurs, qui est un syndicat un petit peu particulier, qui est à la fois nationaliste andalou et qui est aussi sur une ligne très libertaire contre la grande propriété terrienne, qui s'ancre vraiment dans les campagnes auprès des travailleurs journaliers, etc. Et en fait, ces traditions-là, à la fois la tradition du communisme espagnol en Andalousie et cette tradition du syndicalisme libertaire, ont irrigué l'imaginaire de Podemos en Andalousie. On aura peut-être l'occasion de revenir. Julio Anguita, un des pères spirituels de Pablo Iglesias, qu'il a salué quand il a disparu. Absolument. Alors justement, tu rappelles que quand Podemos apparaît, il y a les militants de Podemos ne sont pas une génération spontanée. Tu dis qu'il y a 3 générations de militants. C'est extrêmement important pour les gens qui s'intéressent à l'Espagne, parce que ça, c'est fondamental pour comprendre le mouvement partisan de l'autre côté des Pyrénées. Ouais. Quelles sont ces 3 générations? Tu en as parlé d'une seule, déjà des vieux communistes qui étaient là juste au début de la transition, puis il y a encore 2 autres générations. Alors, parle-nous de ces gens-là, s'il te plaît. Oui, c'est vrai que quand on travaille sur un parti politique, on aime bien avoir un petit peu de chair et savoir qui sont les militants qui le font vivre concrètement sur le terrain. Et c'est vrai que le premier réflexe qu'on a quand on travaille sur les trajectoires militantes, le réflexe un peu de sens commun, c'est de se dire, mais est-ce que finalement, on a un nouveau parti politique qui émerge, mais est-ce que c'est pas finalement une espèce d'agglomération, de transfuge d'autres partis politiques? Et il se trouve que pour Podemos, en tout cas pour ce que j'ai pu en observer à Séville et aussi en Andalousie, mais je pense que dans une certaine mesure, on peut aussi le généraliser à l'Espagne, les militants de Podemos sont majoritairement issus des mouvements sociaux et du secteur associatif, et finalement assez minoritairement des partis politiques. Avec une exception notable, dans le cas de l'Andalousie, c'est Izquierda Anticapitalista, la gauche anticapitaliste. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. C'était la petite structure qui a permis à Podemos de se lancer en 2014. Effectivement, ce parti Flash a eu besoin d'une organisation minimale, et c'est cette gauche anticapitaliste qui lui a fourni. Absolument. Absolument. Donc c'est vrai que c'est un petit peu l'exception, mais dans les différents profils de militants que moi j'ai pu observer, le premier constat qui s'impose, c'est vraiment qu'on a des militants qui ne sont pas des primo-militants au sens où ils n'auraient aucune expérience du militantisme par le passé, mais ce sont des militants issus des mouvements sociaux. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai pu distinguer 3 générations de militants qui se sont chacune politisées
à un moment différent de l'histoire de l'Espagne et dans un cycle de mobilisation collective dans un de ces cycles qui ont jalonné en fait l'histoire de la démocratie espagnole. Alors, si on prend chronologiquement, moi, une des choses qui m'a un petit peu frappé quand j'ai commencé à observer les militants de Podemos, parce qu'on a souvent tendance à dire que Podemos, c'est un parti de jeunes, un parti de la jeunesse urbaine diplômée, ce qui est en grande partie vrai, notamment d'un point de vue électoral. Mais moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à m'intégrer dans des cercles de militants de Podemos, c'était la forte proportion de cheveux blancs. C'est-à-dire qu'on avait en fait beaucoup de militants qui étaient assez âgés. Et en fait, ces militants, dans la soixantaine, voire 70, 75 ans, c'est les militants que moi j'ai regroupés dans la catégorie génération de la transition. Alors effectivement, qu'est-ce que ça veut dire génération de la transition? Ça veut dire que ce sont des militants qui se sont politisés dans cette période vraiment charnière de l'histoire de l'Espagne, qui est la transition à la démocratie. Certains ont même commencé d'ailleurs dans la clandestinité sous le franquisme, dans le tardo-franquisme, dans les dernières années de la dictature, et d'autres ensuite se sont surtout politisés dans les années de la transition. Donc là, on est sur les années 1975. Militants du PC, surtout, parce que c'était le mouvement d'opposition au franquisme. Effectivement. Le PSOE est venu après. Ouais. On est dans les années 1975 jusqu'à 1982, et on a ces militants qui sont à l'époque souvent étudiants, et qui vont militer, alors effectivement, soit au Parti communiste espagnol, qui est l'entité un petit peu majoritaire de la résistance au franquisme, soit au Parti socialiste ouvrier espagnol, qui à l'époque est en pleine reconstruction, sous l'égide justement de Felipe González, qui sera le premier président socialiste de la jeune démocratie espagnole en 1982, et le Parti socialiste qui est perçu à l'époque comme le meilleur outil pour arriver à un régime authentiquement démocratique et socialiste. Donc on a des militants qui sont au PC, des militants qui sont au PSOE. On a aussi beaucoup de militants qui sont inscrits dans les organisations de la gauche révolutionnaire, notamment maoïstes, trotskistes, voire anarchistes, dont certains qui optent pour la lutte armée, ou qui tout du moins sont dans des organisations qui prônent la lutte armée. Et sinon, on a aussi des militants qui sont tout simplement investis dans les luttes étudiantes de l'époque, sans forcément être affiliés à des organisations. Mais tous ces militants, ils ont en commun d'avoir été dans une vraie ébullition politique dans ces années de la transition, et d'avoir cru à l'époque en la possibilité non seulement de renverser le régime franquiste, mais de parvenir à un régime socialiste. Sauf que ces militants ont progressivement connu un désenchantement tout au long de la transition, notamment au moment où ces acteurs de l'opposition, le PSOE, le Parti communiste et les syndicats, se sont institutionnalisés. Et au moment où l'Espagne a basculé dans une démocratie libérale sur le modèle plutôt de l'économie de marché, ces militants se sont sentis un peu floués, un peu trahis, parce qu'eux avaient véritablement l'espoir de parvenir à un régime qui irait beaucoup plus loin. Et en fait, il y a eu ce désenchantement qui fait que par la suite, beaucoup d'entre eux ont mis un petit peu en sommeil leur engagement. Alors parfois, ça passe par des engagements de basse intensité, parfois avec un retrait total. Et pour eux, c'est véritablement le mouvement des indignés qui va les repolitiser, avec cette idée qu'avec la crise de 2008, il faut défendre un petit peu les acquis sociaux qu'eux ont conquis justement dans cette période de la transition. Et ils ont le sentiment qu'il faut revenir au militantisme. Donc la crise de 2008, le mouvement des indignés réactive des dispositions à l'engagement. Et ils vont ensuite, par la suite, trouver une espèce de continuité de l'engagement à Podemos. Donc ça, c'est pour la génération de la transition. Les plus vieux. Les plus vieux, effectivement, les plus âgés. La deuxième génération que j'ai pu identifier, c'est ceux que j'appelle la génération altermondialiste. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une génération plutôt de trentenaires, plutôt quarantenaires, qui se sont politisés pour leur part au tout début des années 2000, dans une période un peu particulière, qui était la deuxième législature, c'est assez précis, la deuxième législature de José María Aznar, qui était président conservateur, et qui, à partir du tout début des années 2000, prend un virage conservateur très à droite sur les questions de société, sur l'économie, etc., avec pour conséquence un cycle de mobilisation contestataire en Espagne extrêmement dense, extrêmement vif, qui passe notamment par des luttes étudiantes, mais aussi par l'altermondialisme. Et il se trouve que ces militants-là, que moi j'ai pu rencontrer à Séville, se sont politisés dans ce contexte-là. D'abord dans les luttes étudiantes, qui ont été extrêmement vives à Séville, et ensuite dans le mouvement altermondialiste, qui a connu effectivement aussi un pic à Séville, avec plusieurs événements, le sommet européen de 2002, etc., et surtout les mobilisations du non à la guerre. L'opposition à la guerre d'Irak, qui a été extrêmement vive en Espagne, a été pour ces jeunes militants-là, enfin ces jeunes militants de l'époque, un cadre de socialisation privilégié. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces militants à l'époque, ils sont assez désenchantés vis-à-vis de la politique institutionnelle. Ils aspirent beaucoup à l'horizontalité, à l'auto-organisation. C'est des gens qui sont vraiment imprégnés de ces idées de changer le monde sans prendre le pouvoir, etc. Voilà. Et ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique de l'époque. Non seulement pas
parti socialiste, mais ils ne se reconnaissent pas non plus dans Izquierda Unida. Et beaucoup d'entre eux, finalement, à un moment donné, vont se poser la question, est-ce qu'on va quand même intégrer Izquierda Unida, peut-être à contre-cœur? Et il se trouve que beaucoup d'entre eux ont quand même investi Izquierda Unida, mais dans un courant d'opposition de la gauche anticapitaliste trotskiste. Et ce courant a débouché, en 2008, sur la création d'un parti politique à part entière qui s'appelle Izquierda Anticapitalista. Et moi, j'ai pu observer que ces militants qui s'étaient politisés au début des années 2000 ont joué un rôle majeur dans la construction d'Izquierda Anticapitalista. On y retrouve notamment Teresa Rodríguez, qui a été le grand nom de Podemos en Andalousie, la première secrétaire générale de Podemos en Andalousie. Qui reste un des grands noms de la gauche du PSOE en Andalousie, encore aujourd'hui. Voilà. Et donc il y a Teresa Rodríguez et d'autres militants qui créent ce parti Izquierda Anticapitalista, qui va ensuite jouer un rôle charnière dans la création de Podemos. Donc ça, c'est pour la génération altermondialiste, la génération intermédiaire. La dernière génération, c'est peut-être celle qui est la plus attendue, c'est la génération du 15M. Le 15M, c'est le mouvement des indignés en Espagne. On dit 15M parce que ça renvoie en fait à la date de l'éclosion du mouvement des indignés, c'est le 15 mai. C'est comme ça qu'on fait souvent en Espagne 2011. D'ailleurs. Pour un mouvement social, on va l'appeler en fonction de la date. Par exemple, le mouvement féministe, c'est le 8M, le 8M, parce que ça correspond au 8 mars. Voilà pour cette petite précision. Et donc cette génération du 15M, je disais que c'est celle qui est sans doute la plus attendue parce que c'est celle qui en fait correspond beaucoup à l'électorat privilégié de Podemos. C'est des jeunes diplômés, très qualifiés, qui ont souvent un master, voire plus, et qui ont tous en commun d'arriver sur le marché du travail en pleine crise économique et sociale, en 2008, et qui vont finalement avoir une insertion sur le marché du travail extrêmement chaotique, extrêmement difficile, avec des contrats précaires, avec le chômage, etc. Donc ça, c'est pour les conditions un peu sociales. Et c'est une génération de militants qui va se politiser, alors d'abord dans les luttes étudiantes, ça on l'oublie souvent, mais les luttes étudiantes de 2008-2009... Ça, tu le rappelles très bien de toutes les années 2000 en Andalousie. Oui. C'est pas anecdotique. Tu peux en dire un mot, oui. Donc effectivement, les luttes étudiantes sont un petit peu un fil conducteur, parce que déjà la génération altermondialiste s'était politisée au tout début des années 2000 dans les luttes étudiantes, mais c'est aussi le cas de la génération des indignés. On a tendance à dire que le mouvement des indignés, c'est le mouvement qui les a politisés. Alors oui, je vais y revenir. Mais c'est d'abord et avant tout, en 2008-2009, une mobilisation étudiante contre le processus de Bologne en Espagne, qui a été assez vive et qui a entraîné ces militants, qui étaient à l'époque étudiants, dans l'engagement ou dans on va dire un embryon de militantisme, avant que ne survienne, en 2011, au printemps 2011, ce mouvement des indignés, auquel ils ont participé massivement. C'est eux qui ont fourni les principaux bataillons du mouvement des indignés. Et le mouvement des indignés joue un rôle de matrice de l'engagement, de matrice identitaire. Et eux considèrent véritablement ce mouvement des indignés comme le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a un petit peu cette impression pour eux que l'histoire vient de s'ouvrir, qu'un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Et donc pour eux, il va être assez naturel d'arriver à Podemos par la suite, même si, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais ça n'a pas été évident pour ces militants qui, on l'a vu, sont quand même politisés dans les mouvements sociaux. Ça n'a pas forcément été évident tout de suite pour eux d'investir la politique partisane par la suite. Alors venons-en maintenant, parce que c'est vraiment le cœur de ton livre et de ton analyse. C'est vrai que tu nous proposes donc un petit peu une triple lecture au niveau local, au niveau du mouvement social, que tu viens un petit peu de décrire dans son intensité. Et puis, il y a les deux autres niveaux. Il y a le niveau municipal et puis donc le niveau régional. Et donc là, il y a une conquête du pouvoir qui va se faire, qui va parfois réussir, qui ne va pas durer très longtemps. C'est pourquoi on parle un petit peu du déclin de Podemos aujourd'hui. Depuis le printemps 2019, beaucoup des villes gagnées ont été perdues, mais toutes ne l'ont pas été en Andalousie. Et puis, alors, tout ceci suscite bien sûr des débats internes, donc avec des mots que les anciens, peut-être ici aussi en France, connaissent, la dénonciation de la logique gestionnaire, de la bureaucratisation. Comment réussit-on à s'articuler sans décrire toutes les querelles d'appareils, mais quels sont les principaux tenants des débats? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être l'exemple de Sevilla Participa, qui est un petit peu l'épicentre à Séville de toutes ces luttes? Oui, c'est vrai qu'on parlait, tu parlais de la bureaucratisation. Ce qui est intéressant de remarquer, si je reprends un petit peu le fil chronologique, là où je l'avais laissé, et puis ensuite je viendrai sur la question municipale, mais c'est qu'on a des militants qui sont vraiment investis dans les mouvements sociaux, avec à l'époque une défiance très très forte envers la politique institutionnelle. Et c'est pas évident pour eux. Voilà. Et donc c'est pas évident pour eux de rentrer dans l'arène politique. Voilà. Et ce qui se passe, alors je reviens brièvement là-dessus, mais je l'explique plus en détail dans le livre, c'est que au fil des années, on est vraiment dans l'effervescence des mouvements sociaux anti-austérité, mais au fil des années se fait jour l'impression que les mouvements sociaux n'ont pas l'efficacité escomptée.
On arrive en 2013. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2011, les indignés manifestent sous un gouvernement socialiste. Mais en 2011, en novembre 2011, c'est le Parti populaire, donc les conservateurs, qui accèdent au pouvoir. Et à partir de là... Et qu'ils conservent à la fin de l'année 2011, élection générale, Rajoy est reporté Ils arrivent au pouvoir à ce moment-là, et c'est un véritable rouleau compresseur de réformes à la fois structurelles, de rigueur budgétaire, qui vient approfondir ce que dénonçaient les indignés en 2011. Donc, arrive 2012, 2013, les mouvements sociaux se poursuivent, mais les institutions demeurent assez hermétiques aux revendications qui sont portées par les mouvements sociaux. Et il y a tout un secteur du mouvement des indignés et plus généralement de tous ces collectifs anti-austérité qui commencent à se poser la question de lancer peut-être une espèce de plateforme électorale qui permettrait de traduire ces revendications dans l'arène politique. Parce qu'ils trouvent que finalement les mouvements sociaux ont leurs limites, il y a le sentiment d'un blocage institutionnel, et donc certains commencent à faire germer cette réflexion sur l'hypothèse électorale. À Séville, ça passe notamment par l'Assemblée citoyenne de Séville, qui est un collectif qui a pensé un petit peu l'investissement de l'arène institutionnelle avant Podemos, mais qui ensuite s'est incorporé à Podemos parce que Podemos apparaît comme en fait l'initiative la plus à même de faire le parapluie qui va englober toutes ces initiatives avec la figure médiatique de Pablo Iglesias. Donc ça, c'est pour décrire d'où la méprise après et toutes les désillusions qui vont suivre, parce que effectivement, il n'y a pas de cohérence. C'est ça, parce que là, il y a tout un que stratégique que celle d'arriver au pouvoir. Et c'est vrai que si Pablo Iglesias abandonne le pouvoir, je te laisse un peu respirer. Si Pablo Iglesias abandonne le pouvoir en 2019, c'est parce que pour lui, il a accompli sa mission historique en quelque sorte. Moi, j'ai assisté à la première réunion confédérale de d'Unidas Podemos, qui est donc cette alliance au centre de laquelle il y a Podemos, juste après l'accession de Pablo Iglesias à la vice-présidence du gouvernement en février 2020, juste avant le confinement, qu'on soit tous interdits de voyager. Dans son discours, la ligne de son discours, c'est de dire jamais notre gauche à nous, notre gauche de la gauche, notre gauche la gauche du PSOE est arrivée aussi loin dans les institutions. Et ça, tu parlais tout à l'heure de ces vieux militants communistes parfois qui sont retrouvés éloignés en marge du pouvoir, ont été grés, étaient reconnaissants vis-à-vis de Pablo Iglesias d'avoir accéder au pouvoir, chose que la gauche de la gauche n'avait jamais fait depuis la transition. Et ça, c'était une victoire en soi pour Pablo Iglesias, ce qui, bien sûr, ne peut pas suffire, ne fait pas un programme, ne fait pas non plus même... ne réussit pas à souder les formations qui vont donc s'affronter. Je te laisse un petit peu reprendre cette partie-là. Sur la chronologie, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que... il y a un petit peu une espèce de choc des cultures qui va se passer au moment de la création de Podemos, parce qu'il y a ces militants qui viennent des mouvements sociaux et qui vont tous se regrouper derrière la bannière Podemos, qui est impulsée, il faut rappeler quand même, par des professeurs de sciences politiques de l'université Complutense à Madrid, dont Pablo Iglesias est la figure médiatique. Ces gens-là sont de la deuxième génération. Pablo Iglesias, il est militant à Bologne, il manifeste à Bologne en Italie, donc ils font partie de la génération altermondialiste. Absolument, tout à fait. Donc effectivement, il y a cette désillusion là qui va naître. Je t'en prie. Et absolument. En fait, il y a une espèce de choc des cultures parce que choc des cultures. Ces militants des mouvements sociaux aspirent à une organisation qui reflète un petit peu leurs aspirations à l'horizontalité, à la participation démocratique, etc. Là où Pablo Iglesias a plutôt l'idée de mettre en place une machine de guerre électorale pour remporter les élections. Donc là, il y a déjà une première dissonance finalement. Ça va me permettre d'ailleurs d'en arriver à ce que tu soulevais tout à l'heure sur la question municipale et de la question de la bureaucratisation. Parce que dès 2014, en fait, Podemos s'est beaucoup institutionnalisé dans le sens où Podemos a véritablement structuré une organisation sur le modèle des partis politiques traditionnels. On a beaucoup glosé sur le modèle Podemos. C'est un parti comme les autres, il faut bien le dire. Il n'y a pas eu de... L'horizontalité était un rêve pour ces gens, mais ça ne s'est jamais... C'est un parti tenu d'une main de fer par la direction, il faut le dire. C'est vrai qu'en fait, oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé en fait en 2014, c'est qu'il y a au premier congrès fondateur de Podemos, il y a deux projets qui se sont affrontés pour l'organisation. Un premier projet qui souhaitait avoir effectivement des porte-paroles plus collégiaux, une organisation peut-être un peu plus participative. Avec déjà l'épicentre en Andalousie, tout à fait. Avec effectivement l'épicentre en Andalousie, parce que cette option-là a été portée par la gauche anticapitaliste et notamment par le secteur andalou de Teresa Rodríguez. Et de l'autre côté, il y avait le projet qui était plutôt celui de Pablo Iglesias
et de l'équipe de l'Université Complutense qui visait, comme je le disais tout à l'heure, à mettre en place une machine de guerre électorale. Et ça passe par finalement une structure assez traditionnelle avec un secrétaire général, une équipe de direction resserrée et ce modèle-là qui va se décliner dans tous les territoires. C'est-à-dire que dans chaque communauté autonome espagnole, il y a un secrétaire général régional, un conseiller citoyen qui est une espèce d'assemblée régionale. C'est la même chose au niveau municipal. Donc on n'est pas du tout sur un mouvement gazeux, si on veut faire un peu la comparaison avec la France insoumise en France. On est vraiment sur un parti qui est structuré à l'échelle des territoires. Et ça va créer évidemment des premières frictions. Et notamment en Andalousie, dans la ville de Séville, c'est vraiment manifeste. Parce qu'au moment où il faut choisir la direction locale, il y a deux candidatures qui vont s'affronter. Une candidature qui est portée par les militants de base, les cercles de Podemos, qui a été créée de manière un petit peu horizontale, et une candidature qui va, elle aussi, regrouper des militants des cercles, mais qui va se constituer un petit peu en marge de la coordination initiale des cercles, avec le soutien de la direction nationale de Podemos, qui va un petit peu intervenir pour dire nous, on ne voudrait pas que la direction de Podemos dans la 4e ville d'Espagne soit entre les mains des anticapitalistes, donc on va plutôt soutenir une candidature dont on est sûr qu'elle sera plus fiable. Et donc du coup, il y a les premières tensions qui commencent à émerger avec cette idée d'un parti qui se verticalise, avec une direction qui s'immisce un petit peu dans les affaires locales et beaucoup de choses comme ça qui commencent déjà à créer des frictions. Le contrôle des finances, tout simplement, des choses comme ça très concrètes. Effectivement, ouais. Et donc voilà, alors là, Teresa Rodriguez, elle joue un rôle très particulier. Il y a quand même quelques réussites. Enfin, il y a ces conquêtes des municipalités, Cadix, à Madrid, donc on entre au conseil municipal. Il y a un groupe au Parlement andalou. Est-ce qu'il y a coordination entre tous ces groupes, justement, entre toutes ces avancées? Est-ce que c'est coordonné? Ou est-ce que c'est plutôt dans le giron municipal qu'on reste? Est-ce qu'il y a une tentative de coordination entre toutes ces marques qui apparaissent dans différentes villes? Alors si j'en reste à l'échelle de l'Andalousie, il y a une coopération effective qui s'est mise en place, mais qui s'explique par le fait qu'il y a une concordance entre la direction régionale de Podemos Andalousie, qui était tenue par Teresa Rodriguez, et concordance avec la municipalité de Cadiz, qui était tenue, et qui est toujours tenue d'ailleurs, par José María González, qui est d'ailleurs le compagnon de Teresa Rodriguez. Donc là, la coordination entre l'échelon régional et municipal se faisait très bien. Mais pour revenir un petit peu effectivement à cette conquête de position institutionnelle par Podemos, il faut bien voir qu'au niveau autonomique, ça a plutôt été un échec. Podemos n'est jamais parvenu à l'heure actuelle à donner le ton, imposer. À donner le ton et à prendre des régions, si on veut. Alors, ils ont co-gouverné la Castille-La Manche avec le PS. Ils sont, il me semble, aussi au gouvernement des îles Baléares, des îles Canaries. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, ils ont fait une entrée remarquée dans l'échelon autonomique, mais ça n'a pas été reconduit en 2019. 2019, 4 ans plus tard, on a des nouvelles élections autonomiques, et là, les résultats sont plutôt désastreux pour Podemos, qui perd finalement la moitié de ses élus régionaux. Et dans certains parlements régionaux, notamment la Galice, ils perdent carrément tous leurs élus. Par contre, au niveau municipal, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu en 2015, au printemps 2015, ce qu'on appelle une espèce de vague municipaliste, la vague des mairies du changement, qui est un phénomène qui n'est pas réductible à Podemos, dans le sens où c'est un peu le même mouvement de fond, c'est un peu la même dynamique, la même lame de fond, mais c'est deux phénomènes qu'il faut un petit peu distinguer quand même. C'est-à-dire que dans plusieurs municipalités, il y a, à partir de 2013, des initiatives qui commencent à se monter, des plateformes municipalistes qui agglomèrent des militants associatifs, des mouvements sociaux, et qui visent à présenter des listes pour les prochaines élections municipales. Et entre-temps, un peu plus tard, apparaît Podemos. Et donc, si vous voulez, les listes municipalistes ont un petit peu pris la vague Podemos, ont bénéficié de l'élan national de Podemos, mais c'est deux phénomènes qui sont un peu distincts pour la simple et bonne raison qu'en fait, en 2015, Podemos n'a pas présenté de liste en son nom. Ils ont soutenu toutes ces initiatives municipalistes, ils se sont greffés à ces projets municipalistes, mais ils n'ont pas présenté de liste en leur nom. Mais en 2015, ça a quand même permis effectivement de conquérir toute une série de municipalités, d'ailleurs les principales du pays, Madrid, Barcelone, Valence, même si ce n'est pas tout à fait la même coalition, Cadiz, Saragosse, La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont quand même des villes significatives à l'échelle de l'Espagne. Donc de ce point de vue-là, c'est une réelle réussite, avec des figures un petit peu emblématiques de la gauche espagnole. C'est vrai qu'il n'y a pas de coagulation. Et c'est vrai que le municipalisme, pour dire un mot, c'est quelque chose de propre. C'est un mythe aussi de la vie de la gauche espagnole, parce que historiquement, ça signifie aussi beaucoup plus de choses que peut-être qu'en France, la conquête d'une ville en Espagne, ça annonce en Espagne, dans l'histoire de l'Espagne, ça peut annoncer d'autres changements.
Absolument, absolument, notamment parce qu'il y a toute cette idée, ce mythe un petit peu, qui n'est pas qu'un mythe d'ailleurs, mais des insurrections libérales du début du 19e siècle avec notamment à Cadiz, mais ailleurs, des villes qui se soulèvent contre l'ordre conservateur. Il y a aussi toute la tradition du fédéralisme et du municipalisme libertaire qui est plus puissante en Espagne qu'en France, donc ça renvoie à tout un imaginaire dont sont imprégnées ces plateformes municipalistes qui renouvellent un petit peu l'imaginaire municipaliste avec quand même une grosse dose d'écologie, de démocratie participative, avec notamment à Madrid, c'est la juge antifranquiste Manuela Carmena, qui a été élue à la tête de la mairie. Et à Barcelone, autre figure emblématique, c'est Ada Colau, qui est une figure du mouvement pour le droit au logement en Espagne. Donc, il conquiert ses positions de pouvoir en 2015 avec ce qui va devenir en fait des véritables vitrines pour Podemos, parce que même si ils ne tiennent pas à proprement parler les mairies en tant que telles, parce que c'est les plateformes municipalistes, ils sont quand même dedans, et ils vont s'en servir un petit peu comme point d'appui pour montrer, regardez, on peut gouverner autrement. Parce que ces mairies du changement, elles vont assainir les finances publiques, elles vont développer des investissements pour les mobilités douces, pour le verdissement de la ville, pour l'inclusivité, féminisme, lutte LGBT, etc. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même certaines réussites, mais je pense que effectivement, le bilan est malgré tout assez mitigé pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, en Espagne, les compétences des municipalités sont assez limitées. Quand on compare avec l'échelon autonomique, c'est vraiment pas grand-chose. Et ces municipalités se sont toujours confrontées à des communautés autonomes qui étaient d'une autre coloration politique, parce que comme je le disais tout à l'heure, Podemos n'a jamais réussi à percer au niveau autonomique, qui est quand même le niveau central de la prise de décision en Espagne avec l'État central. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est que ce succès, il a été éphémère. Voilà. Il a été pas éphémère. de sorpasso du PSOE, Effectivement. On ne passe pas devant finalement. Comme tu disais tout à l'heure, en 2019, 4 ans plus tard, la plupart de ces coalitions municipalistes ont perdu. En fait. C'est le cas notamment à Madrid. Et on voit à Madrid à quel point la droite qui est revenue au pouvoir balaye d'un revers de main tout ce qui a pu être fait par Manuela Carmena. Donc on voit toute la fragilité de ce processus qui continue quand même à Barcelone, sous l'égide de Ada Colau, qui a été réélu, mais de justesse, avec le soutien un petit peu incongru de Manuel Valls, qui s'était présenté sous l'étiquette de... Incongru compte tenu des enjeux locaux, voilà, autour de l'indépendance, des projets d'indépendance. Voilà. Manuel Valls qui ne voulait pas que la mairie de Barcelone tombe entre les mains des indépendantistes et qui a préféré du coup donner ses voix à la gauche radicale, ce qui est quand même assez cocasse et intéressant au regard de la situation actuelle en France. Mais ça continue à Barcelone, ça continue à Cadiz. Sauf qu'à l'heure actuelle, le maire de Cadiz n'est plus à Podemos. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ce courant anticapitaliste qui a joué un rôle important au début de Podemos, en 2020, il est parti. Donc le maire de Cadiz, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment considérer qu'il fait partie de Podemos. Donc finalement, ce processus est un petit peu en demi-teinte. Et c'est vrai que tu le dis aussi dans ton livre, que j'appelle tout le monde à bien lire, parce qu'on va très très vite dans l'histoire pas de cette désillusion, mais un petit peu de ces contradictions. Un maire aujourd'hui qui défend les usines d'armement quand il faut les défendre, parce qu'il faut défendre l'emploi. Donc il y a un aggiornamento là, du point de vue programmatique qu'il est un petit peu difficile de faire ou de faire comprendre. Alors justement aujourd'hui, Podemos est en pleine recomposition, il est toujours au pouvoir, donc il essaie, tu as dressé un petit peu un petit éventail des options qui sont aujourd'hui mises en avant, l'écologie, le mouvement féministe. Il y a donc un nouveau chef naturel, on va dire, à Podemos, qui est Yolanda Díaz, qui est une personne assez charismatique. Je disais quand j'avais assisté à cette réunion de Podemos juste après l'accès au pouvoir. Je ne sais pas si tu l'as vu dans une assemblée ou parler comme oratrice. Elle est très bonne, les gens s'arrêtent de discuter pour l'écouter. Elle a du charisme, quelqu'un qui est apprécié, qui est allé voir le pape très récemment, lu le projet que Pablo Iglesias avait, qui ne s'était jamais concrétisé. Donc il y a une... quid de Podemos aujourd'hui, quid de cette réorganisation. Il y a eu donc, maintenant qu'on est retourné vraiment dans une opposition gauche-droite, que Podemos est relégué à la gauche du PSOE, ou peut-être la bouée de sauvetage. Et les militants sont-ils toujours là? Je sais que tu vas y retourner bientôt. Est-ce que les cercles sont toujours aussi fourmillotants? Est-ce qu'ils sont toujours aussi nombreux? Alors les cercles, effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais là, la nouvelle direction est en train d'essayer de les remobiliser, justement, mais je vais y revenir tout à l'heure. Mais effectivement, Podemos est aujourd'hui dans une position qui est paradoxalement moins confortable qu'il y a 5 ans. Alors, ils sont au gouvernement, certes, mais dans une position minoritaire. Et c'est surtout qu'ils ont connu un affaissement électoral progressif. Si on rappelle un petit peu les chiffres, en 2015, premières élections générales auxquelles Podemos se présente, ils font 20%.
Aux deuxièmes élections générales, en 2016, ils font aussi 20%, cette fois-ci avec Izquierda Unida. Et en 2019, ils descendent aux alentours de 13%, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a un affaissement électoral qui, je crois, si on revient un petit peu sur les raisons de cet affaissement électoral, qui tient à plusieurs facteurs, à la fois des facteurs exogènes et aussi des facteurs un peu endogènes. Facteurs exogènes, bon, d'abord, il y a évidemment l'effet de nouveauté qui a tendance à s'estomper. Il y a des attaques médiatiques aussi à l'encontre de Podemos qui sont régulièrement dénoncées par la direction du parti, mais qui ne sont pas des fantasmes pour le coup, dans le sens où la presse conservatrice espagnole a toujours été très rude avec Podemos sur des histoires supposées de financement par le Venezuela, par l'Iran, qui d'ailleurs n'ont jamais été démontrées. Bref. Mais je crois que ce qui a vraiment précipité aussi, d'un point de vue exogène, le déclin de Podemos, c'est en grande partie la crise catalane de l'automne 2017. Tout à fait. Pour ça des coûte raisons très cher à Podemos. Ça, effectivement, qui tiennent un peu à des histoires de plaques tectoniques du système politique espagnol, mais déjà quand survient la crise politique en Catalogne, on a une modification conséquente de l'agenda politique en Espagne. C'est ce qui sauve le PSOE de mon point de vue en Espagne, on l'a pas, parce qu'il peut se passer pour la social-démocratie dans d'autres pays. C'est la crise catalane maintient le PSOE comme alternative constitutionnaliste, intégrée de l'Espagne et rassure encore. Par rapport au grand débat, on est d'accord là-dessus. Je crois aussi, parce que ce qui s'est passé pendant la crise catalane, c'est qu'on a observé une vraie polarisation idéologique autour de la question territoriale. Le problème, pour Podemos, c'est qu'ils ne sont pas très à l'aise sur cette question territoriale, alors qu'ils étaient, à l'inverse, très à l'aise sur les questions qui dominaient l'agenda politique en Espagne auparavant, qui étaient la corruption, la crise économique, etc. Donc parce que le mouvement indépendantiste s'est nourri aussi de ça, des conséquences de la crise économique. Donc il y a eu un moment, il y a eu un état de grâce où Podemos pouvait faire des ponts avec les indépendantistes parce que on ralliait une très grande majorité d'Espagnols autour de ces thèmes de vivre autrement, de réorganisation territoriale. Mais bien sûr, il n'y a pas de programme possible avec les indépendantistes. Donc le seul alternative crédible au niveau national, c'était le PSOE. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, Podemos campait sur une position qui était un petit peu intermédiaire. On avait une polarisation idéologique. C'était l'équidistance. C'est ça, en partie, effectivement, parce qu'on avait les indépendantistes d'un côté et le bloc, on va dire, constitutionnaliste qui défendait un peu corps et âme l'unité de la nation espagnole. Et Podemos avait un peu cette position intermédiaire qui consiste à dire, nous, on est favorable à une Espagne plurinationale. Donc, on est d'accord pour repenser l'état des autonomies et pour finalement reconnaître qu'il existe plusieurs nations au sein de l'État espagnol et qu'il est possible de proposer aux Catalans un référendum d'autodétermination. Alors évidemment, cette position, elle était difficilement tenable dans un débat qui était vraiment électrisé. Et je pense que ça leur a porté préjudice déjà en tant que tel. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que la crise catalane a nourri le ressentiment de l'électorat conservateur. Un électorat conservateur qui a fini par considérer que le Parti populaire n'était pas forcément suffisamment ferme, suffisamment puissant pour gérer cette crise et pour garantir l'unité de la nation espagnole. Et le résultat de ça, c'est la percée de Vox. Vox, le parti de la droite nationaliste qui est aujourd'hui crédité presque de 18% dans les sondages et qui émerge vraiment à la faveur de la crise catalane, avec un électorat conservateur qui se raidit, qui se crispe et qui préfère aller chercher une option plus radicale. Et ce qui s'est passé, c'est que l'émergence de Vox a provoqué une forme de relatéralisation du paysage politique en Espagne. Podemos, quand ils ont émergé en 2014-2015, c'était sur la ligne populiste qui consistait à dire « nous, on veut un peu dépasser la gauche et la droite et proposer cette opposition entre le peuple et les élites ». Mais ce qui se passe avec l'émergence de Vox, c'est qu'on... Bloc élitaire, bloc populaire, enfin, ça, c'était vraiment... là-dessus. On commence à traduire Christophe Guilluy en Espagne, c'est pas un hasard, et c'est vrai qu'il y a l'insatisfaction populaire qui a tourné en faveur de... s'est tourné vers Vox, a tourné vers Vox. Alors, le temps passe. Teresa Rodriguez, en Andalousie, nos militants andalous, ils essaient un petit peu de réinvestir un mouvement andalouciste qui a toujours existé, tu l'as rappelé, au cours de l'histoire, depuis la fin de la transition à la démocratie. Quels sont avant l'été, il y a eu un congrès de sa nouvelle formation. Elle a fait une vidéo avec la Grenade derrière, avec l'Alhambra derrière elle, et puis pour réclamer plus d'autonomie pour l'Andalousie. On voit que même la droite, le président de droite de la région andalouse, réutilise les slogans du PSOE. Il y avait un papier dans le País il y a quelques jours qui citait tous ces slogans. Voilà, on veut pas être considéré, on n'a jamais demandé d'être considéré mieux que les autres, mais on ne veut pas l'être moins. C'est exactement ce que disait le PSOE il y a quelques années.
Donc sur la dichotomie aujourd'hui, elle se fait un petit peu en Andalousie sur cette ligne, cette ligne andalousiste. Est-ce que c'est la bonne stratégie de ton point de vue, ou est-ce que ça ne permettra pas de reconquérir cet électorat populaire, donc qui est en train qui a fui ou qui a boudé? Ouais. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se sont abstenus aussi. En Andalousie, je crois que c'est 400 000 personnes qui ont boudé la gauche aux dernières élections régionales. Je me rends compte que je n'ai pas répondu sur Yolanda Díaz, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure ou maintenant. Justement, tout à fait, parce que elle aussi, elle essaie de reconfigurer le paysage. Donc, quelle reconfiguration pour ses adhérents et suivront-ils? Je vais essayer de faire tenir les deux ensemble. Donc en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, Pablo Iglesias a quitté le gouvernement espagnol. Pour moi, parce que sa mission historique était achevée. En grande partie, et aussi parce qu'il avait le sentiment qu'il était arrivé effectivement un petit peu au bout aussi de ce qu'il pouvait apporter à la gauche radicale espagnole. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les équilibres internes à Podemos, la personne qui a pris sa suite, c'est Ione Belarra, qui est actuellement ministre des Droits sociaux. Voilà. Si vous voulez, c'est pas elle qui est pressentie pour prendre les rênes de la gauche radicale aux prochaines élections en 2023. Non. C'est effectivement Yolanda Díaz. Qui n'est pas Podemos, c'est la revanche d'Izquierda Unida, parce qu'elle est inscrite encore officiellement, même si elle n'est pas très militante, au Parti communiste, composante d'Izquierda Unida. Donc on est vraiment là dans le retour d'un schéma traditionnel à la gauche de la gauche. En fait, c'est ça pose question quant aux équilibres internes à la coalition Unidas Podemos. Il faut peut-être le rappeler, c'est l'alliance entre Podemos et Izquierda Unida, une alliance qui existe depuis 2016. Et qui était quand même assez largement dominé par Podemos, mais de façon très naturelle par le leadership de Pablo Iglesias. Et Pablo Iglesias parti, on a plutôt le sentiment finalement qu'effectivement c'est cette figure issue de la gauche communiste en Galice, Yolanda Díaz, qui est en train de prendre les rênes. À l'heure actuelle, elle est ministre du Travail. Et elle a plusieurs réformes à son actif, à la hausse du SMIC, le fait que les plateformes de livraison à domicile soient obligées aujourd'hui de requalifier leurs livreurs en salariés, toute une série de réformes qui ont bien fonctionné. Mais elle doit aussi négocier une réforme des retraites, une réforme du travail, donc elle a du pain sur la planche et c'est pas évident dans le contexte européen actuel. C'est ça qu'elle est vraiment sous le feu elle est presque sous tous les feux possibles, on pourrait dire. C'est ça. Et un des défis auxquels elle est confrontée, parce qu'en sciences politiques, c'est assez bien documenté que quand un parti intègre un gouvernement de coalition en tant que partenaire minoritaire, en général, ça lui est plutôt défavorable, parce que toutes les mesures que le parti peut parvenir à faire passer, ça reste le parti majoritaire qui en tire le crédit. Donc ils sont assez conscients de ça à Unidas Podemos et ils essayent en fait de faire émerger la figure de Yolanda Díaz comme une leader médiatique qui n'hésite pas à rentrer un petit peu en confrontation avec Pedro Sánchez, notamment sur la question de la réforme du marché du travail. À l'heure actuelle, elle essaye de s'imposer un petit peu comme une figure motrice et majeure à l'intérieur du gouvernement, avec l'espoir ensuite de continuer à faire grandir l'électorat qui s'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, largement affaissé. Voilà. Et alors, pour l'instant, les sondages ne sont pas très favorables à Unidas Podemos, mais ce qu'on observe quand même, c'est un petit frémissement dans l'opinion autour de la personnalité de Yolanda Díaz, avec notamment le fait qu'elle est très sympathique. En tout cas, les électeurs du Parti socialiste l'apprécient beaucoup. Donc ça pose des questions pour la suite. Mais effectivement, ça pose beaucoup de questions quant à l'équilibre interne de la coalition et du rôle que va jouer Podemos. Parce que, et de ce qu'il était au départ, à l'origine. Et de ce qu'il était au départ, à l'origine. On parlait tout à l'heure des militants. C'est vrai que les cercles se sont beaucoup dévitalisés. Et à l'heure actuelle, ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'on a Podemos qui est en train d'essayer de consolider son assise territoriale. On voit les nouveaux leaders, les nouvelles notamment leaders de Podemos faire un petit peu le tour de l'Espagne pour remobiliser les troupes, pour s'assurer qu'il y a bien un maillage du territoire. Et le leadership médiatique, cette fois, il n'échoue pas à une figure de Podemos, mais à la gauche communiste. Donc ça va poser beaucoup de questions, tout en sachant, et ça me permet de faire un petit peu le pont avec l'Andalousie, tout en sachant qu'en Andalousie, les anticapitalistes qui tenaient la direction du parti sont partis en 2020 et ont lancé une coalition qui effectivement s'inspire du nationalisme andalou, avec toute cette idée que l'Andalousie est une périphérie, victime d'une forme de colonialisme intérieur, avec un discours, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en parle dans le livre, un discours qui se revendique un peu de l'écoféminisme sur l'idée de la matrie andalouse, de la terre nourricière qu'il faut protéger, etc. Donc il y a beaucoup de recompositions. Pas trop parler de patrie non plus au niveau national. C'est ça. Donc il y a vraiment il y a toute une série de recompositions qui sont en cours. Et là on comprend la scission avec l'électorat populaire, qui ne suivra pas forcément tout cela, mais... Vas-y, continue. En tout cas, s'il faut conclure, en tout cas, voilà, on est face à des recompositions qui sont profondes à l'intérieur de la gauche espagnole. Maintenant, on est
avec une espèce de quadri bipolaire avec un bloc de gauche et un bloc des droites. Unidas Podemos étant le partenaire minoritaire du Parti socialiste qui est toujours crédité de très bons scores dans les sondages, mais à l'intérieur de cette famille de la gauche radicale, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Podemos qui joue un rôle moins hégémonique, une figure de la gauche communiste qui a tendance à s'imposer comme la candidate naturelle pour 2023. En Andalousie, un nouveau parti qui émerge, mais plutôt d'envergure régionale. Et on n'en a pas parlé, on aurait pu avoir l'occasion d'en parler. Un autre parti qui s'appelle Mas País, qui est fondé par l'ancien numéro 2 de Podemos, Íñigo Errejón, et qui lui essaye de s'imposer comme un espèce de parti vert, en 2017, qui a été effectivement défait par Pablo Iglesias en 2017 et qui par la suite a été marginalisé et qui a fait scission en 2020. Et donc son nouveau parti, lui, s'attache à essayer de créer une alternative écologiste sur le modèle des partis verts européens. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et que le sort de la gauche radicale espagnole en 2023 est très incertain pour l'instant. Merci Vincent pour cet éclairage qui, je crois, pose de bonnes bases pour qui s'intéresse à la politique espagnole et entend la suivre dans les mois et les années qui viennent. Merci à vous pour l'invitation. Merci à Christophe. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.